Bonjour. Dans le prolongement de ce que nous avons commencé à étudier la semaine dernière, c'est-à-dire la relation entre la Révolution française et le fait militaire, nous allons aborder aujourd'hui la dimension spécifiquement républicaine de cette problématique. Parce que, comme nous allons le voir, donc, la République n'est pas un contexte politique neutre dans lequel la guerre va se dérouler. Et à l'inverse, la guerre n'est pas non plus un contexte neutre dans la façon dont la République, elle aussi, va évoluer. Donc nous allons étudier cette interaction entre la guerre et la République à partir donc de trois parties. Dans la première, intitulée Aux armes citoyens, nous allons étudier concrètement comment la guerre a contribué à l'émergence de la République. Ensuite, dans la deuxième partie, intitulée L'armée de la République, nous allons voir comment la République n'est pas seulement un cadre institutionnel, nous allons voir le rôle de la guerre dans la formation du soldat a impacté la définition du citoyen. Nous avons déjà commencé à le voir la semaine dernière, mais là, nous allons l'étudier de façon plus précise et notamment sous un angle particulier qui est l'angle anthropologique. La guerre et la République ne contribuent pas seulement à former un citoyen, elles contribuent aussi à former un homme. Alors, quand je dis un homme, je parle au sens de l'espèce humaine, du genre humain, mais je parle aussi au sens du genre tout court. Un homme au sens masculin, c'est ce que nous allons voir. Ensuite, nous verrons dans la troisième partie, intitulée donc L'armée dans la République, comment le cadre républicain intègre la maîtrise et la conduite de la guerre, intègre l'évolution de l'armée, mais là aussi comment le cadre républicain est lui-même impacté sur le plan institutionnel et sur le plan des pratiques, notamment des pratiques du gouvernement, par la dimension militaire. Donc, commençons par Aux armes citoyens. Tout le monde a bien perçu la référence de cette citation. Il s'agit d'une référence donc à la Marseillaise. Alors, la Marseillaise, qui est un chant qu'on va étudier plus en détail tout à l'heure, qui est donc réalisé en avril 1792 par Rouget de Lille, alors qui ne s'intitule pas initialement la Marseillaise, qui est un chant de guerre de l'armée du Rhin. Mais donc, en appelant aux armes citoyens, ce chant ouvre aussi une dimension politique. Il ne s'agit pas seulement d'appeler les citoyens à faire la guerre, il s'agit également de contribuer à la définition de la citoyenneté et je dirais même si ce chant n'est pas ouvertement ni explicitement républicain, eh bien il appelle quand même à la création de la République parce qu'il introduit une logique qui va contribuer à la naissance de la République. Alors, quelle est cette logique? Alors, c'est bien sûr la logique de la levée de 1792. 1792 est différente de celle qui l'avait précédée en 1791 et qui avait été plutôt élitiste, puisque nous l'avons vu, les volontaires nationaux étaient extraits de la garde nationale, qui était plutôt bourgeoise. Celle de 1792 cherche à élargir le champ social des recrutements et permet donc de recruter des gens qui viennent plutôt des milieux populaires. Alors, sur un plan très particulier aussi, la levée de 1791, elle était très urbaine. 85% des volontaires nationaux étaient issus de la population urbaine. Alors que en 1792, 69% des volontaires sont d'origine rurale. Et si on prend l'exemple du département de la Manche, qui a été étudié notamment par Jean-Paul Berthaud, sur 1628 volontaires, 1111 étaient des paysans contre 386 artisans. Et c'est vraiment cette ouverture sociale qui va alimenter la mythologie exprimée par ce tableau d'Édouard de Taille réalisé
en 1907, pendant la Troisième République, qui est la mythologie d'une révolution populaire qui va devenir bientôt républicaine et qui s'appuie sur justement le mouvement et la volonté du peuple. Donc cette mythologie, eh bien, elle a été très importante sous la Troisième République, mais elle n'est pas totalement fausse. Et on va le voir, il y a effectivement dans la levée des volontaires de 1792 une dynamique sociale et politique importante, exprimée par exemple par cette loi. Cette loi qui accorde le droit de citoyen actif à tout Français qui aura fait la guerre de la liberté, soit dans les volontaires nationaux, soit dans les troupes de ligne. C'est la conséquence de l'ouverture sociale de la levée des volontaires. Alors, ce texte de loi fait référence à la distinction entre citoyen actif et citoyen passif. Ça, c'est une distinction qui avait été instituée par la Constitution de 1791. Le citoyen actif est le citoyen qui dispose de la totalité des droits civiques. Le citoyen passif, lui, n'a pas la totalité des droits civiques, en particulier le droit de vote. Et bien là, on le voit, les soldats qui sont mobilisés, et bien, même s'ils sont d'une origine sociale qui faisait d'eux des citoyens passifs, eh bien, peuvent devenir des citoyens actifs en s'engageant militairement. Alors, cette dimension possède une valeur politique très importante qui va déjà se manifester quelques jours plus tard lors de l'insurrection du 10 août qui va provoquer la chute de la monarchie. Alors, au cours d'un épisode qui est représenté ici, qui est l'attaque des Tuileries. Alors, ça, c'est une gravure qui est plutôt artistique plutôt que historique. Vous voyez qu'il y a des soldats en uniforme bleu, vert, rouge. Là, c'est pour une dimension strictement esthétique, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ce qui se passe le 10 août, c'est que donc, les volontaires qui ont été levés se regroupent en particulier à Paris, et il y a notamment un groupe de volontaires qui va devenir célèbre, ce sont les volontaires marseillais, qui s'articulent avec un certain nombre de groupes du peuple parisien, mais aussi de soldats, et même certaines sections de la garde nationale, pour entrer en insurrection. Alors en insurrection contre des soldats qui sont, eux, au service de Louis XVI, qui défendent les Tuileries, en particulier des gardes suisses, qui sont eux des soldats professionnels, mais qui sont aussi soutenus par certains gardes nationaux. Donc ce que l'on voit, c'est que dans l'insurrection du 10 août, il y a une combinaison entre l'idée des volontaires nationaux et l'affirmation du principe de citoyenneté, parce que les citoyens parisiens qui s'associent à l'insurrection contre le roi, eh bien, ils revendiquent une extension du droit de la citoyenneté. Alors, même s'ils ne s'engagent pas forcément militairement, ils revendiquent ce droit en prenant les armes. Alors, non pas en entrant dans l'armée, mais en prenant les armes de façon insurrectionnelle. Donc, le mouvement de mobilisation, la levée de 1792, s'articule avec un mouvement politique. Alors, sur le plan militaire, qu'est-ce que ça va donner après la déclaration de guerre, donc en avril 1792? Dans un premier temps, les opérations militaires sont plutôt défavorables à la France, et la situation va s'inverser à partir de la célèbre bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Alors, symboliquement, la bataille de Valmy, c'est quelque chose d'important, puisque les bataillons de volontaires nationaux se battent aux côtés des soldats de l'armée royale, mais ils forment des unités distinctes. Et d'ailleurs, on le voit distinctement, les soldats, les volontaires nationaux ont un uniforme bleu, alors que les soldats de l'armée royale ont un uniforme blanc.
malgré tout, malgré cette différence, eh bien, les uns et les autres, le jour de la bataille de Valmy, eh bien, euh, proclament la même volonté et font preuve du même enthousiasme militaire et politique en criant Vive la nation. Vive la nation, ça veut dire vive la nation comme corps politique, ça ne veut pas dire vive la France, c'est pas une conception identitaire de la nation, c'est l'affirmation de la souveraineté nationale par le peuple en armes. Et la conséquence de la bataille de Valmy, alors on en reparlera la prochaine fois, lorsqu'on étudiera la dimension opérationnelle de toutes ces questions, mais la conséquence, c'est le lendemain, eh bien, la République est proclamée. Alors, on le voit donc, la dynamique militaire enclenchée à partir de l'entrée en guerre et enclenchée par la levée de 1792, eh bien, elle se prolonge par une dynamique politique qui aboutit à la création de la République. Alors, une fois que cette République est créée, elle est créée donc dans un contexte de guerre qui va devenir compliqué, notamment à partir du début 1793, en particulier parce que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne va rejoindre la coalition contre la France, et là c'est une dimension qui commence à aggraver la situation stratégique. Et donc, pour faire face à cette guerre, eh bien, la République naissante eh bien, va devoir faire une nouvelle levée. Une nouvelle levée, toutefois, qui est différente. Ça n'est plus véritablement une levée de volontaires en février 1793, qui est le moment donc où est décrétée, où est votée d'ailleurs, une levée des 300 000 hommes. Alors, cette levée des 300 000 hommes, ça n'est plus tout à fait une levée des volontaires. Alors, bien sûr, on prend appui toujours sur le volontariat, mais le problème, c'est que le volontariat, eh bien, touche ici ses limites. Parce que, eh bien, les jeunes gens qui étaient, ou d'ailleurs les plus âgés, ceux qui étaient prêts à s'engager pour défendre la France, puis pour défendre la République, eh bien, ils l'avaient déjà fait, ils s'étaient déjà engagés. Donc, en gros, le réservoir des volontaires commence à être épuisé. Et donc, pour élargir le recrutement, eh bien, on fait appel cette fois à un nouveau système qui est un système de réquisition, c'est-à-dire que on va instaurer un système d'obligation militaire, en particulier dans les départements où il y avait eu jusqu'à présent peu de volontaires. Et donc dans ces départements où il y avait eu peu de volontaires, eh bien on leur impose des quotas plus importants pour compenser leur faible mobilisation, qui vont amener donc à recruter plus de jeunes gens réquisitionnés. Et parmi ces départements, on en trouve un qui est la Vendée. Et d'ailleurs, les départements qui vont faire partie de ce qu'on appellera plus tard donc la Vendée militaire. Alors, cette logique de réquisition, elle pose un certain nombre de problématiques. C'est que désormais, donc, les soldats réquisitionnés sont susceptibles de ne pas être très motivés. Et par ailleurs, il y a une chose qui est sûre, c'est que ces jeunes gens réquisitionnés n'ont aucune expérience militaire. Donc, créer des unités sur cette base-là, des jeunes gens que l'on soupçonne de ne pas être très favorables à la Révolution française, puisqu'ils n'étaient pas volontaires, mais qui en plus sont inexpérimentés, eh bien, on craint qu'ils soient inefficaces, et même d'ailleurs qu'ils représentent une sorte de péril pour la République. Alors, pour dépasser ce problème, eh bien, en février 1793, la levée des 300 000 hommes va s'associer à une autre réforme qui est la création du système de l'amalgame. Comme je le disais tout à l'heure, à la bataille de Valmy,
les troupes étaient séparées. Les volontaires et les soldats professionnels de l'armée, qui était encore royale, le 20 septembre 1792, étaient dans des unités séparées. Eh bien, la loi qui va créer, donc en février 93, l'amalgame, eh bien, va permettre de fusionner ces troupes. Donc, première disposition de cette loi, on supprime ce qu'on appelait les régiments. Les régiments qui étaient donc des unités plus administratives qu'opérationnelles, mais aussi des unités qui avaient une tradition, etc. Alors on supprime le mot régiment justement pour marquer la rupture avec l'ancien régime. Et on remplace les régiments par ce qu'on appelle des demi-brigades. Alors, ces demi-brigades, elles sont composées de bataillons de volontaires et de bataillons de soldats professionnels. Et désormais, tout le monde porte le même uniforme. Et donc, ça permet d'intégrer dans les demi-brigades eh bien, les jeunes gens qui ont été mobilisés au titre de la réquisition et de les associer à des soldats plus expérimentés. Alors, déjà les volontaires de 91 et de 92, mais aussi donc les soldats professionnels. Et donc l'amalgame, ça permet donc de surmonter le problème posé par la réquisition. Mais ça surmonte un problème, mais ça aussi, ça va créer cette levée des 300 000 hommes va créer un certain nombre de difficultés, puisque en particulier la Vendée va entrer en insurrection contre cette levée, et on le voit ici, dans la mythologie monarchiste anti-républicaine, le moment de la réaction des Vendéens contre la levée des 300 000 hommes, eh bien, est en quelque sorte l'inversion de la mythologie républicaine de l'adhésion de la population française à la levée de 1792. Et là, on voit cette scène qui est qui est devenue une vraie mythologie, qui est le fait que les insurgés vendéens qui refusent de se soumettre à la réquisition, eh bien, vont chercher le soutien d'un certain nombre de chefs, de ceux qui vont devenir leurs chefs. Et il y a cet épisode qui est intéressant, la marquise de la Roche-Jacquelin, qui était mariée à ce moment-là avec, non pas la Roche-Jacquelin, mais avec Lescure, qui a été un des premiers chefs vendéens de l'insurrection, eh bien, elle raconte donc que les paysans insurgés vont voir son mari et lui disent « On dit que vous irez dimanche tirer à la milice. Y consentirez-vous, tandis que vos paysans se battent pour ne pas y tirer ?» Alors, ce qui est remarquable, c'est l'expression « tirer à la milice ». Tirer à la milice, c'est tirer au sort pour aller dans la milice royale. Et donc, en fait, les paysans vendéens qui vont bientôt former l'armée catholique et royale, ils s'opposent à ce qui était une institution initialement monarchique, la milice royale, et qui reposait sur le service militaire obligatoire. Donc c'est très paradoxal. Alors, en fait, on va le voir, on étudiera la guerre de Vendée en détail plus tard. Donc, il y a dans le refus ou l'acceptation de la levée des 300 000 hommes un moment important donc dans l'histoire de la République. Alors, le problème, c'est que cette levée ne suffit pas à fournir suffisamment de ressources, puisque d'abord il y a un problème d'organisation, notamment, justement, comme le suggéraient les insurgés vendéens, en gros, la réquisition se faisait sur la base du tirage au sort, comme au temps de la milice. Et ça ne suffit pas à fournir suffisamment de soldats à une armée qui, au printemps 1793 et à l'été 1793, est dans une phase vraiment très difficile. C'est la raison, et notamment, il y a une défaite
qui est très marquante, qui est la défaite de Neerwinden le 18 mars 1793. Et par ailleurs, il y a l'insurrection vendéenne qui va prendre une ampleur considérable. Et puis il y a aussi des insurrections, alors qui ne prennent pas la même ampleur qu'en Vendée, mais qu'on appelle des insurrections fédéralistes, et dans lesquelles on retrouve aussi des individus qui refusent la levée. Donc le contexte est très tendu à l'été 93, ce qui va amener à une nouvelle modalité de mobilisation exprimée ici, c'est ce qu'on appelle la levée en masse. La levée en masse qui est décrétée le 23 août 1793, et vous avez ici le premier article du décret. Dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat, les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances, les femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux, les enfants mettront le vieux linge en charpie, les vieillards se feront porter sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, etc., etc. Donc vous voyez, l'ensemble de la population française est placée en état de réquisition. Ça veut dire concrètement que tout citoyen français est censé contribuer d'une façon ou d'une autre à l'effort de guerre. Alors, malgré tout, cette levée en masse, ça ne met pas tous les Français en armes. Et là, dans la première phrase, il y a un passage qui est vraiment fondamental, et j'attire votre attention là-dessus. Les Français donc sont en réquisition permanente pour le service des armées. Ça, c'est fondamental. Les Français, le décret de levée en masse, ça ne crée pas un système du peuple en armes. Tous les Français ne prennent pas les armes et tous les Français ne se transforment pas en soldats. En fait, qui devient soldat concrètement? Eh bien, les jeunes célibataires qui sont âgés de 18 à 25 ans. C'est eux qui sont astreints au service militaire. Les autres, eh bien, les autres doivent moralement, politiquement, contribuer à l'effort de guerre, mais concrètement, tout le monde ne participe pas à l'effort de guerre, contrairement à ce que suggère le décret, toutes les femmes ne font pas des tentes, tous les vieillards ne vont pas sur les places publiques, etc., etc. En fait, on considère que tout Français, par son activité, quelle qu'elle soit, contribue à l'effort de guerre. Mais ceux qui y contribuent directement, eh bien, ce sont les jeunes gens célibataires âgés de 18 à 25 ans. Et donc la levée en masse n'est pas si massive que ça. La levée en masse, elle va permettre la mobilisation concrètement de 300 000 hommes. Alors attention, il ne faut pas confondre avec la levée des 300 000, parce que la levée des 300 000 de février 93, elle n'avait pas réussi à fournir autant d'hommes que ce qui avait été souhaité. En gros, au moment du décret de levée en masse, il y avait 400 000 hommes dans l'armée française. Alors, une bonne partie d'entre eux avaient été mobilisés par la levée des 300 000 de février 93, mais d'autres, c'était bien sûr des professionnels, d'autres des volontaires de 91, 92, etc. Bref, une somme de 400 000. Eh bien, la levée en masse ajoute à cette somme de 400 000, 300 000 hommes, ce qui fait qu'on atteint à l'été 1794 le total de 730 000 hommes, qui est le maximum atteint par l'armée française. Alors, il y a un autre point qui est vraiment fondamental dans ce décret de levée en masse, c'est que c'est une mesure exceptionnelle. La levée en masse, ça n'est pas un système de conscription. Un système de conscription, c'est un service militaire obligatoire permanent. La conscription qui sera votée en 1798, c'est un système permanent. La levée en masse, c'est une mesure d'urgence et c'est une levée, c'est-à-dire que c'est un événement ponctuel. On recrute une fois des soldats et
là aussi, je reviens sur la première phrase, dès ce moment, jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République. Donc la levée en masse, c'est une mesure provisoire qui n'est pas définitive. Et donc, ça veut donc dire que la République en guerre n'instaure pas un système permanent de service militaire obligatoire. Elle repose sur une mesure exceptionnelle de mobilisation. Et d'ailleurs, cette mobilisation ne va pas durer très longtemps, puisque après avoir atteint le sommet donc de 730 000 hommes à l'été 1794, eh bien, l'armée de la République, elle passe au mois d'août 1795, donc un an plus tard, à 484 000 hommes, puis à 396 000 un an plus tard. Et finalement, là, on revient à des effectifs qui étaient les effectifs militaires sous la monarchie, à l'époque de Louis XIV en particulier. Et donc là, ça permet aussi de dépasser un lieu commun, parce que beaucoup d'historiens ou beaucoup d'hommes politiques disent la Révolution française, c'est la levée en masse, c'est tout le peuple en armes, etc. Et l'armée française, c'est une armée de masse. Non, l'armée française, on le voit finalement, eh bien, elle est en termes effectifs, relativement limitée. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsque l'armée française se trouve autour de 400 000 hommes, c'est dans un pays qui est composé de 28 millions d'habitants. Et lorsque l'armée de Louis XIV, elle est autour de 400 000 hommes, elle aussi, c'est dans un pays de 20 millions d'habitants. Donc, on le voit, l'impact sur la population sous la Révolution française, eh bien, il est inférieur à ce qu'était l'impact sous Louis XIV. Donc la France sous la Révolution française, la République, ça n'est pas l'ensemble de la population en armes. Et ça, c'est une dimension très importante qu'il faut garder à l'esprit. Alors maintenant, nous allons voir, malgré tout, comment la dimension militaire va impacter eh bien, la société française, même si tous les soldats, même si tous les Français ne sont pas militaires, il y a quand même un impact sur la population. C'est ce que nous allons voir donc dans la deuxième partie. Alors, une première dimension, c'est la dimension anthropologique, donc que nous allons étudier. Alors, à partir de cette adresse qui est faite à l'Assemblée législative par Pauline Léon, qui revendique le fait que les femmes puissent accéder elles aussi à la citoyenneté totale, la citoyenneté donc active, qu'elles puissent être pleines et entières citoyennes comme les hommes. Et ce qui fonde cette revendication, c'est l'idée que les femmes aussi doivent pouvoir participer à la guerre, ce qu'elle dit. Des femmes patriotes se présentent devant vous pour réclamer le droit qu'a tout individu de pourvoir à la défense de sa vie et de sa liberté. Oui, ce sont des armes qu'il nous faut et nous venons vous demander la permission de nous en procurer. Alors là, regarde, c'est quelque chose de remarquable. Prendre les armes, s'engager dans l'armée, ça n'est pas présenté comme une obligation ou une contrainte, mais comme un droit, et comme un droit porteur de la citoyenneté. Voilà ce qui fonde la revendication donc, de ces femmes qui veulent être pleinement citoyennes. C'est également la raison pour laquelle, je crois, eh bien, la démarche va échouer, puisque les femmes n'obtiendront pas donc ce droit de citoyenneté. Alors, qu'est-ce qui fait justement que la citoyenneté va rester masculine? Eh bien, déjà, faisons référence donc à la Marseillaise. Alors, qui initialement ne s'intitule pas la Marseillaise, qui s'intitule Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Donc, qui est composé par Roger de Lille,
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bon, je pense que vous connaissez ces paroles. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette citation, c'est que le soldat, il est présenté, comme enfant de la patrie, mais aussi comme un père qui va défendre son fils égorgé par les ennemis, et aussi comme un mari qui va défendre sa compagne. Donc, le soldat, qui est aussi un citoyen, c'est un fils, c'est un père, c'est un mari. Eh bien ça change tout au statut du soldat, car si on se réfère à ce qu'était le soldat sous l'Ancien Régime, et d'ailleurs comme le fait ce décret du 8 mars 1793, eh bien on s'aperçoit que le soldat, non seulement sous l'Ancien Régime, n'était pas considéré comme un citoyen, mais il n'était pas considéré comme un homme au sens genré. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, le soldat n'avait pas le pouvoir de se marier de façon autonome par le règlement du 1er juillet 1788, cité donc dans le décret du 8 mars 93, donc en dérogeant au règlement du 1er juillet 1788 qui défend aux militaires de contracter mariage sans en avoir obtenu la permission de leur supérieur, il est libre à tous les militaires indistinctement de se lier par les nœuds du mariage sans le concours de leur chef ou supérieur. Cette mesure, c'est une mesure fondamentale, donc le soldat peut librement se marier. Par ailleurs, ça relève aussi d'un constat, c'est que quand on a fait appel aux volontaires en 91-92, eh bien, c'était des individus qui pouvaient être mariés. Et d'ailleurs, c'est ce qui alimente la figure du volontaire. Vous voyez cette représentation où vous voyez donc sur la gravure de droite un volontaire qui est entouré de sa famille. Et donc le soldat, c'est pas seulement un citoyen comme on l'avait vu la semaine dernière qui a des droits, mais c'est un individu défini en tant que personnalité, en tant qu'individu, sur le plan pas seulement politique, militaire ou institutionnel, mais sur le plan intime, sur le plan personnel. Donc le soldat citoyen, c'est aussi un individu que l'on construit. C'est une figure qui est largement référencée. Voyez par exemple ce tableau qui montre un volontaire qui dit au revoir à sa femme et à son enfant. Vous avez aussi cette image. Alors là, c'est vraiment la transposition sur le plan iconographique de la Marseillaise, où on voyait les enfants de la patrie qui vont défendre leur fils et leur compagne. Et bien là, qu'est-ce que vous voyez? Un volontaire entouré de ses parents, donc là c'est le fils, qui dit au revoir à sa femme avec son enfant qui l'accompagne. Alors, vraiment, là, je l'ai déjà dit, alors il y a une rupture avec ce qu'était le statut du soldat sous l'Ancien Régime, et d'ailleurs, le tableau là qu'on vient de voir, eh bien, il fait référence à ce tableau qui avait été fait en 1777 par Jean-Baptiste Greuze, qui montre là le départ d'un soldat qui vient de se faire enrôler, et là on le voit, un soldat qui se fait enrôler, eh bien, il est maudit par son père, il est maudit par sa famille. Vous voyez sa mère qui lui demande de rester, son fils qui lui demande, alors son fils ou son petit frère, on ne sait pas, hein, qui essaye de le retenir. Bref, un soldat qui s'engage sous la monarchie, eh bien, c'est un individu qui rompt le lien qui l'unissait à sa famille. Alors qu'on le voit, un volontaire qui s'engage en 1792-93, eh bien, il le fait avec le soutien de sa famille. Et d'ailleurs, quand je vous disais que ce tableau de Greuze avait inspiré la réalisation du tableau que nous avons vu précédemment, eh bien, par exemple, il y a une référence tout à fait explicite où dans le tableau de Greuze, on voit à droite le soldat qui vient de le recruter, et vous voyez qu'on retrouve aussi le soldat
qui vient chercher le volontaire dans le tableau qui représente le départ du volontaire en 92. Donc, eh bien, cette figure du soldat citoyen eh bien, contribue à la formation d'une identité individuelle, intime, et qui est une identité genrée. Le soldat, c'est un homme qui se définit dans sa relation avec ses parents, avec sa femme, avec ses enfants, et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles eh bien, les femmes n'accèdent pas au droit de citoyenneté parce que, traditionnellement, les femmes ne sont pas reconnues comme combattantes. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes ne participent pas à la guerre, hein. Il y a beaucoup de femmes qui accompagnent les armées et qui parfois même peuvent être impliquées dans des situations d'affrontement, etc. Mais institutionnellement, le statut de soldat est jugé incompatible avec le genre féminin. Et donc, comme c'est là qu'on voit que le statut du soldat contribue à la définition de la citoyenneté. Et c'est pour cela, je crois, donc, c'est parce que les femmes ne sont pas soldates qu'elles ne deviennent pas citoyennes. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'avait souligné hein, l'adresse faite donc en 1792 hein, pour revendiquer donc le droit de citoyenneté, il fallait revendiquer le droit de prendre les armes pour les femmes. Or, ça, c'est exactement le contraire qui va se passer, puisque le 30 avril 1793, la Convention, qui est le nom donc de l'Assemblée qui se constitue après la proclamation de la République, la Convention vote un décret qui exclut les femmes de l'armée, alors qui n'autorise la présence des femmes dans les armées que si elles ont un rôle de vivandière, etc., mais qui les exclut de l'armée, par exemple, qui interdit à une femme de suivre son mari, comme ça se faisait encore souvent hein, dans l'armée d'Ancien Régime, il y avait des femmes qui suivaient leur mari à la guerre, voire avec leurs enfants. Hein, et donc, une armée en mouvement, vous aviez l'armée des soldats et puis vous aviez aussi l'armée de tous ceux qui les suivaient et qui les accompagnaient. Et bien ça, ce système est... alors, contre lequel la monarchie avait lutté, mais là, ce système, il est légalement maintenant proscrit. Et donc, on exclut là les femmes de la sphère militaire. Donc, il y a vraiment une dimension genrée. La République eh bien, contribue à la définition non seulement du citoyen, mais de l'homme. Alors, par ailleurs, maintenant, voyons le soldat en République à partir donc de cette expression qui est l'expression formulée par Barère. Alors, Barère, c'est un député de la Convention qui va être membre du comité de salut public et qui, d'ailleurs, est celui qui, devant la Convention, va défendre des lois. Il va faire des rapports devant la Convention. On reviendra sur ses discours prononcés devant la Convention. Et donc, Barère, le 19 juillet 1794, eh bien, il propose une loi qui change les modalités de récompense des faits d'armes. Jusqu'à présent, jusqu'à la Révolution, les faits d'armes pouvaient être récompensés par des distinctions honorifiques, des décorations, l'ordre de Saint-Louis par exemple, et ce genre de distinction est rejeté par la Révolution. Et ce que Barère propose, c'est de créer un système de récompense qui s'appuie uniquement sur une promotion. Un soldat qui a réalisé un fait d'armes, eh bien, la seule récompense
qui soit légitime de lui attribuer est de lui accorder une promotion validée par la Convention. Et Barrère explique que ce dispositif, eh bien, il a une dimension politique. Et voilà ce qu'il dit: bien loin, loin de nous les temps d'insolence et d'orgueil où des généraux et des officiers faisaient servir tant de légions, tant de braves soldats à échafauder leur renommée. Il faut aussi révolutionner la gloire et la reverser comme la fortune sur les nombreux bataillons, sur les modestes citoyens qui combattent tous les jours pour la République. Donc la gloire, ça n'est plus un privilège de l'aristocratie militaire, ça devient un fait civique. Il faut que le soldat puisse recueillir de la gloire. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire, ça n'est pas seulement le mérite. La gloire, c'est la reconnaissance du mérite par la société. La gloire, c'est la sanction politique et sociale du mérite. Alors, justement, comment la République va-t-elle créer un système de la gloire, c'est-à-dire un système politique de reconnaissance du mérite? Alors, symboliquement, bien déjà, il y a la Marseillaise, le jour de gloire est arrivé. Bon, ça, c'est symbolique. Maintenant, sur le plan institutionnel, on l'a vu, Barrère crée un système légal de reconnaissance de la gloire. Et ce système légal, il s'accompagne d'une disposition qui est instaurée par le décret du 30 décembre 1793, où la Convention ordonne la publication d'un périodique intitulé Recueil des actions héroïques et civiques des républicains français, qui recueille donc des exemples de dévouement, des faits d'armes qui sont racontés. Et ce décret et ce que précise ce recueil, c'est cité: les instituteurs rendront ce recueil encore plus utile à leurs élèves, parce que donc les instituteurs ont pour mission de lire ce recueil à leurs élèves. En leur faisant lire, ils leur donnent quelques explications, soit sur la signification des mots, soit sur la position des lieux, et s'ils les mettent à portée de discourir entre eux sur le degré d'estime que chacun croira devoir accorder à chaque trait. Alors ça, cette citation, moi je la trouve absolument remarquable. C'est de la pédagogie. On dit comment un instituteur peut exploiter pédagogiquement la lecture de ce recueil, qui a une finalité d'abord essentiellement civique, citoyenne. Par exemple, quand ils disent que les instituteurs devront faire un point soit sur la signification des mots, donc expliquer tel mot ça veut dire ça, etc., soit sur la position des lieux, c'est-à-dire que le recueil évoque un fait d'armes qui s'est déroulé à tel endroit lors de telle bataille, eh bien l'instituteur devra montrer à ses élèves où se situe l'endroit évoqué sur une carte, etc. Et donc il fera faire aussi un petit peu de géographie. C'est vraiment remarquable. Comment la pédagogie donc accompagne la fonction civique de ce recueil. Eh bien là on voit bien comment la gloire des soldats devient vraiment un fait civique, pas que politique, un fait civique, puisqu'on en parle aussi dans les écoles. Alors, ce qui fait aussi la diffusion de cette renommée des soldats, c'est le fait que, dans la société, les valeurs militaires sont validées, reconnues et valorisées. Et c'est ce qui fait aussi que, au sein de l'armée, comme le dit le député Durand-Maillan, personne n'était aussi attaché que le soldat au nouveau gouvernement. Il ne voyait dans les armées qu'un avancement qui l'encourageait et que lui refusait l'ancien régime de nos rois. Il était plus républicain qu'aucun autre citoyen et croyait les montagnards ou jacobins les plus sincères amis de la liberté et de l'égalité.
Vous vous souvenez, Alexandre Lameth, en 1790, avait dit, on l'a vu la semaine dernière, que le nouveau système de promotion allait attacher les soldats aux institutions. Eh bien là, c'est confirmation. Hein, confirmation. En effet, les soldats sont attachés à la Révolution et plus particulièrement, comme le dit le député Durand-Maillane, à la dimension républicaine, défendue en particulier par les montagnards et les jacobins, mais pas que. Et donc, en effet, donc, le soldat trouve dans l'armée eh bien, l'expression de ses droits civiques. C'est ce qui fait que l'armée devient un véritable modèle politique. Alors, ce modèle politique, d'abord, il est soutenu par le fait que l'armée est ouverte à la sphère politique. Alors, de façon quand même un petit peu restreinte. Par exemple, les soldats n'ont pas le droit de former des assemblées, des groupes politiques au sein de l'armée. L'armée n'est pas un espace délibératif, n'est pas un espace reconnu explicitement, directement politique. Malgré tout, c'est un espace où la politique, quand même, trouve son expression, notamment par la presse. Les journaux sont diffusés dans les armées, au point que, d'ailleurs, en 1794, Carnot crée ce journal qui s'intitule La soirée du camp, qui est spécifiquement dirigé, destiné aux soldats, pour entretenir cette culture politique, alors dans ce journal, par exemple, Carnot va dire beaucoup de mal de Robespierre. Hein, on va voir, puisqu'il naît très peu de temps avant la chute de Robespierre, à laquelle d'ailleurs Carnot a beaucoup contribué. Mais donc, c'est un journal qui sert à politiser les soldats, mais dans une dimension très particulière, c'est que dans ce journal, donc dans la soirée du camp, Carnot cultive le culte militaire, la culture militaire, pour montrer justement aux soldats que cette culture militaire, c'est une culture civique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de civique dans le monde militaire? Alors, le contraire de ce que pensait Robespierre et ce qu'avait exprimé Robespierre le 2 janvier 92, hein, où Robespierre avait exprimé cette réticence à l'égard de l'esprit militaire. Hein, alors, bon, on l'a vu, hein, cette réticence, elle avait été dépassée en 90-91 en faisant du soldat un citoyen, mais certains individus comme Robespierre, par exemple, continuent à penser qu'il y a une profonde incompatibilité entre la condition militaire et la citoyenneté. Alors que Carnot, mais Barrère également, pense au contraire qu'il y a dans l'esprit militaire un modèle de citoyenneté qui repose sur plusieurs points. Dans un discours formulé le 7 février 1793, Dubois-Crancé dit la chose suivante. Mais quelle comparaison à faire entre 800 électeurs inconnus les uns des autres, pressés de faire des choix, environnés de sourdes perfidies, et une masse d'hommes toujours ensemble qui se connaissent à fond, c'est-à-dire les militaires, hein, qui recherchent le caractère de leurs camarades jusque dans ses actions privées, et qui, placés devant l'ennemi, savent que leur vie et leur bonheur dépendent des choix qu'on veut faire. Là, Dubois-Crancé explique que le modèle de la République, et même le modèle de la démocratie, et le modèle même d'un corps civique, c'est l'armée. Pourquoi? Eh bien parce que les soldats vivent ensemble, il y a dans une communauté de vie, ils se connaissent tous les uns les autres, et par exemple, dans l'armée, nous dit Dubois-Crancé, il n'y a pas de démagogues, il n'y a pas de menteurs, il n'y a pas de gens qui vont tromper les électeurs en disant « je suis le plus courageux, je suis le soldat le plus valeureux ». Pourquoi on ne peut pas dire ça à l'armée? Eh bien parce que celui qui dit ça, il sera soumis le lendemain à l'épreuve du feu. Celui qui dit je suis le plus courageux et puis qui s'enfuit pendant la bataille, eh bien effectivement, il est totalement discrédité. Donc, l'épreuve du feu, l'épreuve de la vie commune, la communion dans un objectif collectif commun, eh bien tout ça fait de l'armée une communauté
soudée, bien plus soudée que la communauté civique, parce que là, dans la communauté civique, eh bien, comme il le dit, les gens ne se connaissent pas, il y a des perfides, il y a des démagogues, il y a des gens qui trompent les autres, etc. Bref, le modèle républicain dans la sphère civile peut être transgressé, peut être trahi par ceux qui le trompent, qui dérivent, qui dévient, qui font dévier le système électoral, par exemple. Alors que dans l'armée, ces déviances ne sont pas possibles. Et d'ailleurs, c'est à partir de 1793 qu'est instauré le système d'élection des officiers. Et donc finalement, l'armée devient presque un modèle démocratique, encore plus démocratique que la sphère civile. Cela dit, l'armée reste quand même le domaine de l'obéissance. Et ça, c'est un élément civique aussi qui est important. C'est parce que quand on donne la liberté aux individus, c'est le fondement de la République, eh bien, on crée aussi le risque d'une forte division. Si chacun exprime sa propre opinion, si chacun formule ses volontés qui peuvent être divergentes avec les volontés du voisin, eh bien, ça peut créer un système de division de la République. Or, la République, elle est une et indivisible. Et où est-ce que la République est la plus unie et la plus indivisible? Eh bien, c'est dans l'armée, parce que les soldats sont soumis à une discipline qui, on l'a vu, a été légalement encadrée par le code pénal, mais c'est une discipline qu'ils sont censés accepter par consentement. Et donc, c'est un consentement éclairé, et donc le soldat, c'est le citoyen qui accepte de se soumettre à la discipline. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est que le modèle politique de l'armée? C'est la convergence entre l'autonomie de l'individu et la soumission à l'ordre à l'ordre collectif et la soumission au bien commun. Et donc cette articulation entre l'autonomie individuelle et la soumission au bien public, qui est structurellement problématique dans un système républicain, enfin problématique, qui est parfois difficile à concilier, eh bien, en 1793, on considère que l'armée, c'est l'endroit où ça permet de résoudre cette tension. Alors, là, c'est une vision un petit peu idéalisée, puisque on va le voir la prochaine fois, lorsqu'on étudiera le fonctionnement de la justice militaire, lorsqu'on étudiera les pratiques de la guerre, bien sûr, tout ne se passe pas idéalement. Maintenant, je fais juste une petite allusion à ce qu'on va voir la prochaine fois. Dans les pratiques de la guerre, eh bien, les armées républicaines, en 1793-1794, mettent au point un système de combat en ordre dispersé, alors que sous la monarchie, on l'avait vu, c'était une discipline très rigoureuse, hein, le combat en ligne. Eh bien là, le système du soldat indépendant, eh bien, se manifeste également sur le plan strictement militaire. On verra ça la prochaine fois. Alors maintenant, voyons comment cette armée donc républicaine est gérée politiquement et institutionnellement dans la République. Alors, le premier élément, c'est comment l'armée est gérée par la représentation nationale, donc la Convention. Alors, je parlais de Barère tout à l'heure. Alors, Barère, donc, c'est le rapporteur des lois proposées par le comité de salut public, et donc c'est un orateur grandiose, hein, qui défend les lois, et notamment dans le militaire. Barère se fait même une spécialité d'informer la Convention des différents événements militaires, et donc il est l'acteur de la publicisation du fait militaire. C'est lui qui transforme le fait militaire en chose publique,
en fait politique. Et ça, c'est une dimension essentielle. Le fait militaire, dans la République, c'est pas seulement l'organisation de l'armée, c'est pas seulement des combats, c'est aussi le fait militaire tel qu'il est pris en charge par la société et par le corps politique. Et donc Barrère, finalement, eh bien, il invente un nouveau registre de discours, alors qu'on va surnommer d'ailleurs les carmagnols de Barrère. Ce sont les discours de Barrère prononcés à l'Assemblée, à la Convention, donc en particulier dans le domaine militaire. Alors, c'est lui qui célèbre la gloire des combattants. Alors, il y a une citation ici à droite de de la diapo, qui évoque donc le naufrage d'un vaisseau français qui s'appelait le Vengeur du Peuple, qui, au cours de la bataille de Prairial, donc, a coulé, mais après un épisode qui est raconté par Barrère, où les marins du Vengeur refusent de se rendre et sacrifient leur vie au cri de vive la République, vive la liberté, vive la France, et incarne la motivation qui permet de transformer cette bataille, qui est plutôt une défaite, en une victoire symbolique qui illustre la motivation et l'attachement des marins à la République. Le problème, c'est que l'épisode raconté par Barrère est totalement faux, puisque, au contraire, les marins du Vengeur se sont rendus aux Anglais qui leur avaient proposé même de les sauver. Alors un certain nombre sont morts quand même pendant le naufrage du navire, mais d'autres ont été sauvés par les Anglais qui, eux, ont envoyé des navires pour les secourir. Alors, Barrère, donc, exprime la dimension politique de la guerre, de la gloire aussi. C'est lui le grand acteur. Bon, on a vu tout à l'heure sa fameuse volonté de révolutionner la gloire. Et ça, c'est un phénomène très important, puisqu'il crée finalement un domaine particulier de la réalité. Quand je dis que Barrère ment quand il raconte le naufrage du Vengeur, effectivement, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Mais il crée une réalité, qui est la réalité politique. Finalement, la bataille de Prairial, c'est pas seulement le moment où s'est joué l'affrontement, c'est aussi ce qu'elle est devenue politiquement, socialement, etc. Et donc, Barrère, c'est celui qui publicise, qui transforme la guerre en phénomène public. Et ça, c'est très important. Il faut tenir compte de cette dimension, et d'ailleurs, pendant longtemps, les historiens ont été victimes de Barrère en considérant soit que c'était un menteur, soit qu'il disait la vérité. En fait, ni l'un ni l'autre, il faut étudier en tant que tel la réalité fabriquée par Barrère, puisque lorsque Barrère dit quelque chose et que cette chose est validée par la Convention, eh bien, ça devient un fait politique, ça devient une réalité politique. Et donc ça, c'est un élément fondamental. C'est ce que j'appelle donc la publicisation du fait militaire. Le fait militaire entre dans la sphère politique. Alors, par ailleurs, la Convention crée aussi un système de contrôle du fait militaire par l'intermédiaire donc des représentants en mission. Les représentants en mission, donc, ce sont des députés de la Convention qui sont envoyés sur le territoire national, mais un certain nombre d'entre eux sont envoyés dans les armées. Alors, les représentants en mission dans les armées, eh bien, leur mission est définie par
texte qui s'intitule Plan de travail de surveillance et de correspondance donné par la Convention nationale aux représentants du peuple députés par elle près des armées de la République, qui est adopté le 7 mai 1793 et qui délimite les pouvoirs du représentant en mission. Le représentant en mission, il a le pouvoir de tout superviser. Superviser la logistique, superviser l'approvisionnement, donc en armes, en matériel, en uniforme, mais aussi superviser l'organisation de l'armée, superviser aussi les pratiques de commandement. Il doit examiner les plans qui sont adoptés par les généraux, etc. Et comme il représente la Convention qui incarne la volonté générale, qui incarne la nation, eh bien, ils ont un pouvoir quasi illimité. Lorsqu'un représentant en mission entre en conflit avec un général, eh bien, à la fin, c'est toujours le représentant en mission qui gagne, parce que, eh bien, le représentant en mission peut, eh bien, engager une procédure contre le général, et on va le voir tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de généraux qui ont été victimes de ce pouvoir. Donc, le représentant en mission, il exerce une influence considérable auprès des armées, mais on va le voir, en fait, beaucoup de représentants en mission, et notamment en 1794-1795, eh bien, s'adaptent à la culture militaire et sa culture aux impératifs de la culture militaire, et un certain nombre d'entre eux finissent même par devenir assez militarisés. Et l'un d'entre eux, le plus célèbre, c'est Saint-Just. Saint-Just, lorsqu'il est représentant en mission auprès de l'armée du Nord en 1793, bon, et auparavant dans d'autres armées, en 94 et auparavant en 93 dans d'autres armées, eh bien Saint-Just, il intègre totalement la dimension opérative et il devient même un véritable théoricien de la guerre puisqu'il participe à l'élaboration de plans d'opération. Alors on y reviendra la prochaine fois. Donc les représentants à mission, c'est l'incarnation du contrôle du fait militaire par l'Assemblée, par la Convention. Alors, justement, nous sommes dans un moment particulier où, on l'avait déjà vu la semaine dernière, il y a une réticence à l'égard du pouvoir exécutif et de son influence sur l'armée. On craint toujours que l'armée soit entre les mains du pouvoir exécutif. Alors, cette réticence, elle va et cette problématique va se jouer autour d'une institution qui est le comité de salut public. Le comité de salut public, c'est une instance qui émane de la Convention, donc qui est composée de députés de la Convention, mais qui forme un comité. Alors, souvenez-vous, on en avait déjà vu des comités avec le comité militaire, etc. Donc, c'est une instance rattachée dépendant donc de l'Assemblée, mais c'est une instance donc collégiale. Il y a alors un nombre limité, hein, bon, on le verra en 93-94, il y en a 9. Eh bien, c'est une instance qui va de plus en plus exercer une véritable fonction de gouvernement. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça va commencer le 10 octobre 1793, lorsque est lancé le processus de création de ce qu'on appelle le gouvernement révolutionnaire. Le gouvernement révolutionnaire, donc, c'est une façon de faire fonctionner les institutions de façon exceptionnelle, pas définie par la Convention, par la Constitution, la célèbre Constitution de l'an 1. Et donc ce gouvernement révolutionnaire, le principe du gouvernement révolutionnaire consiste à attribuer au comité, alors au comité au pluriel, hein, il n'y a pas que le comité de salut public, hein, il y a un comité de sûreté générale, un comité des finances, etc., leur confier une véritable fonction de gouvernement. Mais contre un principe important qui est le principe justement de l'autonomie exécutive.
exprimée notamment par Saint-Just dans ses discours. Un peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement. Vous devez vous garantir de l'indépendance de l'administration, les bureaux ont remplacé le monarchisme, le démon d'écrire nous fait la guerre et l'on ne gouverne point. Donc Saint-Just, là, exprime une opinion qui est très présente à la Convention, qui est la réticence à l'égard de l'autonomie du pouvoir exécutif. Mais c'est la raison pour laquelle on considère qu'il est légitime de confier une fonction de gouvernement au comité de salut public, alors qui est l'émanation de la Convention et donc du pouvoir législatif. Donc c'est la transformation du pouvoir législatif en pouvoir exécutif. Qu'est-ce qui fait la légitimité des membres du comité de salut public? C'est qu'ils sont des députés de la Convention. Mais en fait, le paradoxe, eh bien, c'est que le comité de salut public, comme les représentants en mission qu'on a vus tout à l'heure, ils vont finir par exercer un pouvoir que certains même caractérisent comme étant quasi dictatorial, c'est-à-dire que, au nom de la légitimité conférée par le pouvoir législatif, eh bien, cette forme exécutive va fonctionner de façon très autoritaire. Alors, justement, on va le voir, cette façon autoritaire, ça va se jouer dans la relation avec le fait militaire. Alors, les relations entre le dispositif institutionnel et le fait militaire sont toujours marquées par un certain nombre de tensions. Alors, il y en a une qui s'incarne ici dans le personnage du général Dumouriez. Dumouriez, c'est celui qui commande l'armée française à Valmy, donc c'est un militaire glorieux, grandiose, qui a aussi une pensée militaire très élaborée, mais qui, en avril 1793, entre dans une logique de coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il est impacté par la défaite de Neerwinden, donc le 18 mars 93. Et la Convention le tient pour responsable de la défaite et souhaite l'arrêter. Et donc, pour échapper à cette arrestation, Dumouriez entre en relation avec les ennemis de la France et cherche à obtenir leur soutien et finit même par, après une tentative de véritable coup d'État, eh bien, il finit par entrer en exil et il finit par même entrer au service des armées des ennemis de la France. Et d'ailleurs, il va mener une carrière longue et très active d'ennemi de la France. Il va servir la Grande-Bretagne, la Russie, l'Espagne, par exemple, pendant les guerres napoléoniennes, un des principaux théoriciens de la guérilla espagnole, c'est Dumouriez qui l'a théorisé. Bon, bref, Dumouriez, pour revenir en 93, il incarne aux yeux de la Convention, et pas seulement d'ailleurs, aux yeux de beaucoup de Français, le risque, le péril césariste, c'est-à-dire l'accaparement du système républicain par l'autorité d'un individu. Bon, on sait que ce n'est pas un fantasme totalement absurde, puisque le 18 Brumaire, Bonaparte va effectivement accomplir cette perspective-là. Bon, donc, Dumouriez incarne le péril césariste contre lequel beaucoup de républicains, et notamment des montagnards à la Convention, eh bien, vont se cristalliser, et en particulier Robespierre. Robespierre, lui, il a en tête ce péril, et justement, on va le voir tout au long de son parcours politique, un certain nombre de ses actions sont vraiment déterminées par la volonté d'éviter que le système politique passe entre les mains d'un chef militaire. Alors, pour éviter cela, eh bien, il y a une certaine sévérité, voire pire, violence de la Convention et des institutions civiles à l'égard des militaires. Vous avez ici le général Houchard. Le général Houchard, c'est le général
qui commande l'armée française à l'automne 1793. Il remporte même une victoire qui est la victoire de Honscott, mais la Convention lui reproche de ne pas avoir exploité suffisamment pertinemment cette victoire, et donc il est condamné à mort et il sera exécuté. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque en 2 ans, en 93 et 94, 45 généraux ont été guillotinés pour des motifs variés. C'est d'ailleurs ce qui fait craindre à des généraux comme Jourdan et Kléber, qui sont quand même de très grandes figures. Hein. En 94, vous voyez cette lettre de Jourdan, général Jourdan au général Kléber, qui lui dit « J'attends tout comme toi avec impatience, mon camarade, l'ordre de prendre des quartiers divers, et je sens tout le besoin qu'en a l'armée qui manque de tout, après avoir fait une campagne active comme il ne s'en est jamais fait. » Bref, donc Jourdan explique qu'il veut que son armée se repose, prenne ses quartiers divers. Mais tu sais qu'il faut être circonspect. Et je me rappellerai toujours qu'on m'a reproché à la tribune de la Convention nationale, lorsque je fus renvoyé de l'armée du Nord, d'avoir oublié ce grand mot de César qu'un général n'a rien fait tant qu'il reste quelque chose à faire. Bref, Jourdan explique qu'il a peur que si il met son armée au repos pour prendre ses quartiers divers, c'est classique, hein, eh bien, il craint d'être accusé par la Convention de ne rien faire, et il sait ce que peut provoquer ce genre d'accusation. On l'a vu avec le général Houchard. C'est sa vie qui peut être en jeu. Donc, les militaires, en effet, sont dépendants du pouvoir politique, mais eux-mêmes, malgré tout, ils ont aussi un pouvoir politique. Il y a une dimension politique dans les armées. Ces généraux-là, ils ont des opinions. Un certain nombre d'entre eux, vont jouer un rôle politique. Bon, évidemment, hein, on pense tous à Bonaparte, hein, mais il n'y a pas que lui. Alors, justement, la question du pouvoir des militaires et de leur influence sur le système politique, c'est la question qui est posée par Robespierre dans son discours du 8 Thermidor, qui est le discours prononcé la veille de sa chute, et c'est le discours en grande partie qui va provoquer sa chute le 9 Thermidor. Et voilà ce qu'il évoque, la dimension militaire. On vous parle beaucoup de vos victoires avec une légèreté académique qui ferait croire qu'elles n'ont coûté à nos héros ni sang ni travaux. Racontées avec moins de pompe, elles paraîtraient plus grandes. Alors quand il parle de légèreté académique et de pompe, bien sûr, il pense à Barère. Il s'attaque à Barère. Il trouve que Barère en fait trop dans la valorisation du fait militaire. Pourquoi ? Eh bien parce que Robespierre, lui, il a une crainte qu'on a déjà vue, hein, c'est que l'armée impose sa norme, impose ses lois à la société et à la République. Il continue, ce n'est ni par des phrases de rhéteurs, ni même par des exploits guerriers que nous subjuguerons l'Europe, mais par la sagesse de nos lois, par la majesté de nos délibérations et par la grandeur de nos caractères. Bref, Robespierre formule ce que Clausewitz dira dans De la guerre en 1831, qui sera publié en 1832 après sa mort. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Robespierre, lui, il pense effectivement que la guerre ne doit être que la continuation de la politique et qu'elle ne doit pas être menée avec une forme d'autonomie, de soumission à la raison militaire. La raison militaire, ça ne doit être que la transposition de la raison politique. Alors, je reprends la citation de Robespierre. Qu'a-t-on fait pour tourner nos succès militaires au profit de nos principes ? Pour prévenir les dangers de la victoire ou pour nous en assurer les fruits ? Surveiller la victoire. Robespierre parle des dangers de la victoire. C'est intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a bien conscience. Alors, quand il dit ça, la France est dans une dynamique victorieuse. Et justement, il a bien conscience que la victoire peut inciter la République à entrer
en dépendance à l'égard de la logique militaire, de faire la guerre parce que, eh bien, parce que ça marche. Bon, vous savez, je, on joue parce qu'on gagne. Et on continue à jouer parce qu'on gagne. Il y a donc une logique de la victoire qui est une logique finalement d'autoreproduction. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la guerre n'est plus la continuation de la politique. La guerre, c'est la continuation de la guerre par ses propres moyens. Donc, surveillez la victoire. Nos ennemis se retirent et nous laissent à nos divisions intestines. Songez à la fin de la campagne, craignez les factions intérieures, craignez les intrigues favorisées par l'éloignement dans une terre étrangère. On a semé la division parmi les généraux. L'aristocratie militaire est protégée, les généraux fidèles sont persécutés, l'administration militaire s'enveloppe d'une autorité suspecte. On a violé nos décrets pour secouer le joug d'une surveillance nécessaire. On a violé nos décrets. Robespierre fait référence au fait que dans la campagne des Flandres en 1794, effectivement, un certain nombre de décrets qui avaient été votés par la Convention n'ont pas été respectés. Au contraire, non seulement ils n'ont pas été respectés, mais ils ont carrément été transgressés. C'est-à-dire qu'on a appliqué la logique inverse. Alors ça, on l'étudiera la prochaine fois. Et donc, ça illustre aux yeux de Robespierre eh bien, cette tendance à faire fonctionner le fait militaire en fonction de ses logiques propres. Alors, cette tendance, qui l'incarne? C'est Carnot. Carnot, c'est celui qui, au comité de salut public, dirige le fait militaire. Alors, Carnot n'est pas ministre de la guerre. Le comité de salut public a une fonction exécutive, mais ça n'est pas un gouvernement. Carnot, il y a, alors jusqu'en avril 1794, il y a un ministre de la guerre. Et Carnot n'est pas ministre de la guerre. Carnot, c'est le membre du comité de salut public qui s'occupe des questions militaires. Alors, quelle est sa fonction? En fait, Carnot, c'est une sorte de chef d'état-major des armées. C'est-à-dire que c'est lui qui écrit aux généraux, qui leur donne les instructions du comité de salut public, et c'est même lui qui élabore les plans d'opération. Plans d'opération que nous étudierons la prochaine fois. En revanche, ça n'est pas lui qui gère l'administration de la guerre, ça c'est l'affaire du ministre. Alors, le ministère est supprimé le 2 avril 1794 parce que, bien, pour revenir sur la réticence à l'égard du principe de gouvernement qui avait été formulé par Saint-Just, eh bien, on craint que le ministre agisse comme une autorité autonome qui gère l'armée comme selon ses propres désirs, selon ses propres volontés. Et donc, on supprime le ministère et le ministère de la guerre est remplacé, donc le 2 avril 1794, par 12 commissions exécutives, dont 6 se partagent les attributions de l'ancien département de la guerre, les armes et les poudres, travaux publics incluant les fortifications, organisation et mouvement des armées, etc. Donc là, en fait, c'est une organisation, je dirais, très fonctionnelle, et on supprime l'autorité globale qui était celle du ministre et qui contrôlait tout ça pour diviser les charges administratives en catégories précises qui sont là gérées de façon indépendante, autonome, pas dépendante de la vision d'un ministre. Et donc, on a ces commissions qui gèrent l'administration de l'armée, et on a Carnot qui, au comité de salut public, lui, dirige, détermine les plans d'opération, et donc joue un rôle de chef d'état-major des armées. Et donc, on le voit, finalement, dans le contrôle du fait militaire, il y a un dispositif qui se met en place et qui est exprimé finalement par Robespierre. Robespierre s'oppose
à l'autonomisation de la logique militaire qui, effectivement, est en train de se mettre en place. Alors, Carnot, lui, pense justement que puisque l'armée a une dimension par essence républicaine, ça n'est pas gênant de soumettre la République au principe de la guerre et au principe de l'efficacité militaire. Voilà le point de vue de Carnot. Robespierre, lui, n'est pas convaincu du tout par ça, parce qu'il a cette réticence à l'égard de la logique militaire. Et donc il veut que la logique militaire reste dépendante des logiques politiques, parce qu'il ne croit pas à la dimension essentiellement républicaine de l'armée. Alors que Carnot, lui, pense que comme l'armée est par essence républicaine, eh bien la République peut être militaire. Donc voilà le point de vue qui va triompher et même qui va se développer en 1795 et même encore plus tard avec Bonaparte. Bonaparte, c'est vraiment l'incarnation de l'autonomie de la raison militaire, au point que eh bien, même son coup d'État du 18 Brumaire, finalement, semble donner raison aux craintes formulées par Robespierre, mais en réalité, c'est pas si simple que cela. C'est aussi le résultat d'un processus. Pour l'instant, donc, on s'arrête en 1794, donc on le voit, l'armée est quand même sous le contrôle des institutions civiles, de l'autorité civile, mais ces institutions et cette autorité civile sont fortement imprégnées de la culture militaire et convaincues de la dimension républicaine de l'armée. En gros, finalement, la République, elle fait un petit peu comme ses représentants en mission qui avaient fini par s'acculturer à la culture militaire, eh bien, c'est ce que fait la République. Il y a donc, vous le voyez, un lien très intime entre la guerre et la République. Pour conclure, je reviendrai sur la dimension anthropologique que nous avons étudiée en faisant référence à un autre champ militaire, c'est le champ du départ. Et on le voit, alors le champ du départ, c'est une série de personnages qui acclament les soldats qui partent faire, les citoyens qui partent faire la guerre. Alors vous avez une mère de famille, de nos yeux maternels, ne craignez pas les larmes. Vous avez une épouse, partez, vaillants époux, les combats sont vos faits. Vous avez des guerriers, sur le fer devant Dieu, nous jurons à nos pères, à nos épouses, à nos sœurs. Bref, ça montre que la République, ça n'est pas que une dimension institutionnelle, qu'il y a un vrai changement anthropologique de la définition et de la pratique du soldat, mais aussi une définition anthropologique du citoyen. Et, pour reprendre une expression, de l'homme et du citoyen, qui n'est pas seulement définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 89, mais qui, on le voit aussi, est définie par un certain nombre de pratiques sociales, culturelles, etc., qui érigent le soldat en modèle de citoyenneté, en modèle pas seulement politique, mais on le voit aussi en modèle anthropologique. Et finalement, cette république très genrée, on l'a vu, c'est une république d'hommes au sens de mâle, de masculin. Eh bien, cette république très genrée se réfère quand même à toute une symbolique qui, elle, est féminine. La nation, la patrie, la république, la victoire, etc., etc. Tout ça sont des figures féminines incarnées par, d'ailleurs, une symbolique très forte. Alors, justement, on peut prendre ça comme une sorte de paradoxe finalement. Cette république masculine se réfère à des figures féminines. Alors, on peut supposer qu'il y a justement une logique derrière ça, c'est que ces figures féminines servent à activer l'attachement du citoyen
justement au principe de la République, unité, indivisibilité, la patrie, la nation, etc. Et que justement dans ce système socio-culturel, eh bien, la figure féminine, elle incarne justement la dimension de l'attachement de l'individu à la mère patrie, ou de l'attachement même à la figure presque séduisante, à l'incarnation séduisante de la République, etc. Et donc, voilà. Mais ça reste finalement, malgré tout, un paradoxe qui ne sera surmonté par la République qu'à partir du moment où les femmes deviendront réellement, pleinement des citoyennes. Et ça se fera encore dans un contexte de guerre après la Seconde Guerre mondiale.